Bonjour tout le monde. Bonjour Diane. Salut toi. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bien, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de toxicomanie et de dépendance, ouais. Parce que la santé mentale est liée à ça un petit brin des fois. Effectivement, ça peut l'altérer. Ouais, oui. Parfait. Alors, on aborde tout ça cette semaine au Cerveau dans le clos. Diane, toxicomanie. Alexandre, on s'enroule dessus. Non, c'est des blagues. Ça aiderait peut-être. Ouais. Ça aiderait peut-être. Moi, je suis comme un petit peu... Tendu, un matin, ouais. là, ça me relaxerait, je pense. Mais c'est ce qui nous amène à dire, quand un trouble de dépendance puis de consommer par loisir, il y a une différence. C'est pour ça qu'on pourrait consommer pour avoir du fun, puis on n'a aucune dépendance et ni de toxicomanie. Mais là, si on est dans la société des loisirs, ça veut dire qu'on est en plein là-dedans tout le temps. Là. C'est-à-dire, il y a toutes les substances qui s'offrent à nous. Oui, des critères pour être toxicomane ou avoir une dépendance, ben c'est ça. C'est un continuum. Ça veut dire qu'il faut que ça se perdure dans le temps. Ça veut dire que du lundi au vendredi, et ça recommence de semaine en semaine. C'est une habitude. Encore là, comme tu dis, c'est le temps des loisirs. Là. Ça se peut que ça soit juste, j'ai du fun, j'ai vraiment une vie vraiment tripante. Hein? À tous les jours, je consomme. C'est cool. Le deuxième critère, c'est prendre une place qui nuit aux autres activités de ta vie. C'est que quand ton loisir, il est vraiment rendu grand, puis c'est même à la job que tu amènes ton loisir. Tu sais, un petit joint pendant le break, tu reviens travailler, un petit joint après, tu reviens travailler, une petite bière. C'est là que tu dis, OK, ça touche des sphères autres que mes loisirs. Là. Ça atteint ma vie privée. Il y a aussi nuit. Bon, oui, c'est plus une expérience agréable. Là, on rentre vraiment dans la toxicomanie et dans la dépendance. C'est quand tu dis, ben mon petit joint qui me faisait tellement rire, je le fume, ben, j'ai plus ou moins de fun. Fait que ça prend certains critères. Puis l'incapacité de cesser. Ça veut dire, je te dis, regarde, aujourd'hui, on skip, on se le roule pas, notre petit joint aujourd'hui, mais non, ça t'indispose. Tu as vraiment envie d'aller le fumer. Ben oui, parce que ça me fait penser, plus tôt dans la saison, on a eu une dame, une retraitée. Quand tu tombes à la retraite, c'est un gros changement dans ta vie. Donc, est-ce que des périodes de stress peuvent causer aussi des dépendances de substances? Bien, souvent, les dépendances, on s'auto-médicamente, on prend soin de nous. Puis souvent, ben c'est des douleurs, c'est vraiment des souffrances qu'on veut atténuer par le plaisir. Puis si toutes ces substances-là sont associées au plaisir, ben quand ça va pas bien, ben on veut en consommer. Fait que c'est souvent ça le cycle vicieux de dire ben je vais pas bien, je vais consommer, je consomme, je vais pas bien et on tourne là-dedans. Et les personnes âgées, oui. C'est vraiment la gestion des émotions, hein. Puis on sait pas comment. Il faut que ça arrête de faire mal. Il faut que l'ennui parte, fait qu'on consomme. Puis des fois, on consomme en société, puis on dit hey, c'est correct boire un verre de vin. Et la société aussi, il faut se dire que dans les sociétés, il y a des choses qui est permis. Comme boire du vin, c'est le fun, tout le monde met sur Facebook. Un petit vendredi vino, c'est bien cute. Vendredi, c'est encore pire. Mais c'est ça, quand on vulgarise ça, puis on met ça simple, ça l'est-tu vraiment? Parce que si vraiment ton vendredi, t'en as hâte de ton vendredi, puis que ton vin, là, tu te sens la gorge sèche, ben il y a peut-être un manque qui est en train de s'installer et une habitude de consommation. Donc, autant mieux l'étirer toute la semaine, boire à tous les jours, comme ça, le vendredi, c'est moins... T'es jamais en manque. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça que tu me dis? Non? OK. Excuse-moi. J'ai mal compris. Mais c'est ça. Et les dépendances en toxicomanie, puis tout le... excuse-moi. Reprends ta phrase. Prends un petit spliff. Fume-en une puff. Voilà. On a des dépendances chez les jeunes, les adultes et les personnes âgées. Chez les jeunes, c'est souvent, on va parler de tabac, de joint, de cannabis. Chez les personnes adultes, ben on a le tabac, le cannabis, mais on va expérimenter un petit peu plus loin. On va aller dans plus des drogues dures. On peut aller jusqu'à là. Souvent, la cocaïne est là-dedans, et les pinottes qu'on appelle l'amphétamine, tout ça. Et chez les personnes âgées, ben on peut encore avoir l'alcool, les cigarettes, mais habituellement, ça va stagner vers l'alcool et les médicaments. Ouais. C'est une prédominance, mais il n'y a pas de règle là. Tu peux être jeune et prendre des médicaments et tu peux être vieux et prendre de la cocaïne. Surtout qu'on a une génération qui vieillit, qui ont
eu dans leur époque, dans les années 80, 90, de la consommation de cocaïne et de trucs. Ça veut pas dire que moi, j'ai 65 ans, ben j'en prends plus. Fini. Je suis obligée de changer mon... Ouais, c'est fini. Ça se peut que mes habitudes perdurent. Mm-hmm. Tu sais, on retrouve souvent à la maison d'hébergement des personnes qui sont sur la méthadone parce qu'ils sont traitées, parce qu'ils ont pris de l'héroïne étant jeunes. Puis là, on fait, OK, c'est un clash, hein? On n'est pas habitué à ça, grand-maman qui est encore sa conso. Ouais. Mais c'est une réalité qu'on a aujourd'hui. Ben absolument. Puis justement, une dépendance, c'est pas facile de s'en débarrasser. C'est pas en claquant des doigts, ni en passant à un autre âge qui soudainement nous règle notre problème de dépendance. C'est souvent lié à des émotions, souvent. Il y a des crises qui créent des dépendances. Il est arrivé quelque chose, tu dis, je vais m'en rouler un, ça va me calmer. Surtout que c'est rendu légal, c'est comme prendre une bière. Mais il y a aussi tout le volet émotionnel, tout le volet intérieur que quand la vie nous tape ses nerfs un petit peu, c'est un peu des médicaments. Ouais. Exact. Il faut faire attention. Cette semaine, qui est-ce que tu as invité? Ben, je me suis dit quelqu'un là pour parler de dépendance puis de toxicomanie, ben c'est Benoît Prince, il est le directeur de la maison de thérapie à Victo. Je me suis dit, ben lui, il baigne là-dedans tout le temps. Fait que me semble pour moi, là, ce serait la personne pour jaser de dépendance. Super. Bon, ben on prend une petite pause et on vous retrouve avec Benoît Prince. Ben, on est de retour avec Benoît Prince. Puis si on veut parler de toxicomanie, là, c'est la personne idéale. Il est le directeur de la maison de thérapie à Victoriaville, Arthabasca. Je le dis pas bien, hein, Benoît? MDTVA. Il l'a dit bien dit. Tu peux le répéter si tu veux. MDTVA. Yes, c'est ça. Benoît est ici pour parler de ça. Et j'ai une question pour toi. Je pars avec une question, là. Comment ça va pendant la crise de la COVID, des maisons de thérapie puis les gens? Bien, c'est sûr que, bon, premièrement, en partant de la maison, à peu près tous les centres en dépendance ont eu des problèmes financiers parce que ça nous a créé un surplus d'ouvrage, je veux pas. Mais par-dessus tout ça, pour l'humain, écoute, ça l'a créé, je crois que la pandémie a créé un fléau encore jamais vu. On a des demandes, là, c'est 1 mois et demi, 2 mois d'attente, là. C'est fou. On est plein à côté. Tu as combien de personnes? Normalement, ça fait 33 lits. Là, avec la pandémie, on est à 28. Puis c'est à côté. Là. Il en sort un, il en rentre un, il en sort un, il en rentre un. C'est à côté. Mais c'est des thérapies de combien de temps? Entre 3 et 6 mois. OK. Oui, c'est ça. C'est quand même des bonnes thérapies. Là. Ils restent là pendant 3 et 6 mois. C'est-à-dire c'est logé, nourri là, et thérapeutisé, si on peut dire le mot. Là. Pendant minimum 3 mois. Tout dépendant où est-ce que tu es rendu, où tu es rendu dans la maladie. Là, parce qu'on s'entend que c'est une maladie. Ouais, mais c'est d'une tristesse, hein? Ben oui, absolument. Mais pour une thérapie, ça se passe comment? Pendant 3 mois, est-ce qu'on est reclus là-dedans ou il y a des moyens d'aller dehors, d'aller voir son entourage? Comment ça fonctionne? Tout dépendant. Okay. Ça aussi, ça a été un problème majeur pendant la pandémie parce que pendant la pandémie, on a coupé tout ce qui est sorti, tout ce qui est visite. Là, les gars rentraient, ils étaient entre 3 et 6 mois qu'ils sortaient dehors parce qu'on a un terrain, puis ils peuvent aller dehors, ils peuvent aller fumer, ils peuvent aller jouer au terrain de volleyball, bon, basket et ainsi de suite. Mais ils ne pouvaient pas voir de gens, là, parce que c'était comme ça pour tout le monde. C'est pas rien qu'eux autres, c'était comme ça pour tout le monde. Sauf que nous autres, ça a créé comme... curieusement, ça a créé quand même une bonne atmosphère. Parce qu'un coup, les gars sont dedans, ils n'ont pas rien de distraction dehors. Puis c'est créé comme des noyaux très forts. Fait que quand il en arrivait un, quand il arrive en thérapie, ils sont plus maganés, c'est normal. Donc, quand il arrivait quelqu'un de plus magané, bien, il se mettait à la gang, puis vraiment pour l'aider à sortir de là. Ça a eu un bon côté. Par contre, c'était dur de ne pas voir, tu sais, il y a des papas, il y a des jeunes qui ne voient pas leurs parents, ils ne voient pas leurs enfants. On avait créé quelque chose avec les Zooms et ainsi de suite, des meetings Zoom qu'on faisait. Aussi, on lui permettait de voir les cellulaires pour être capable de faire des FaceTime avec leur famille, de faire là. Mais ça reste que c'est pas des contacts humains. C'est ça. Mais une journée normale, tu sais, nous autres, il y a des commences à voir, il y a des ateliers toute la journée, il y a des tâches, tout le monde a des tâches, tout le monde... Tu sais, c'est quand même occupé, là, dans la journée. Mais c'était la fin de semaine qui était le pire, parce que là, justement, normalement, soit ils sortaient, soit il y avait de la visite. Là, il n'y avait plus ça. Fait que là, il a fallu créer, il a fallu mettre d'autres intervenants de plus, il a fallu mettre des gens de plus pour surveiller tout ce qui était sanitaire, les lavages des mains, puis les masques, et ainsi de suite. Mais en plus, pour les occuper, parce que 28 gars pas occupés, là, ça peut faire des méchants gros. ça se peut, hein? En tout cas, moi, j'en ferais. Est-ce que tu es déjà passé par là, toi aussi? Est-ce que tu as déjà vécu une thérapie? Il y a longtemps, oui, il y a longtemps. Okay. Moi, je m'en vais sur presque 30 ans d'abstinence. Là. Félicitations. Fait que, merci. Mais ça se fait de jour à la fois, pas plus que ça. Fait que oui, j'ai déjà eu des problèmes, donc je suis apte à les comprendre pleinement, là. Bien pleinement.
Mais il m'en monte encore, des fois. Ah ouais, hein? Ah oui. T'as pas le monopole des mauvais coups. Non. Puis tes problématiques, c'est-tu lié souvent à l'alcool ou à toutes sortes de drogues? Y a-tu des mouvances ces temps-ci? Y a-tu quelque chose vraiment plus problématique que d'autres? Je dirais que, comme je le répète souvent, là, puis là, des fois, il me fait taper dessus parce qu'il dit « Ouais, mais là, le pot est rendu légal. » c'est ça. On a des questionnaires, on fait passer des questionnaires à l'entrée pour savoir si vraiment on est à la bonne place, si, bon, et ainsi de suite. Et dans ces questions-là, il y en a deux questions qui viennent tout le temps. À quel âge vous avez commencé à consommer et par quoi vous avez commencé? L'âge moyen, 12 ans. Par quoi? Pot. Okay. À 95 %. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui n'auront jamais de problème avec ça, puis je respecte ça, puis il y en a qui c'est médical, puis tout ça. Je dénigre pas ça. Mais dans les faits, là, le cannabis, le pot est la porte d'entrée. Ça commence tout par là, ou à peu près là. Bien, je te crois, parce que ça, je disais à Alexandre en entrée. T'en roules un. Oui, on en roule sur un, on s'en roulait un, puis on disait ça, tu sais. On commence toujours par là, puis même si on s'en va d'un stade, on grandit, on vieillit, on devient adulte, bien, c'est la porte d'entrée, là. C'est vraiment, c'est une continuité. C'est ça. As-tu d'autres sortes de... Il rentre par le pot, puis il y a le plus loin. Il y a le plus loin. Puis là, tout dépendant de l'entourage, tout dépendant de lui, tout dépendant des moyens financiers aussi. Oui. Parce que, tu sais, on s'entend que s'il décide d'aller vers le speed qui coûte environ 3 ou 4 $, je sais pas, je vais pas acheter, je n'ai à manger, je n'ai même pas de montant. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est abordable, mais si tu vas vers la cocaïne, c'est beaucoup plus dispendieux, tu sais. Mais en même temps, ça a un effet durable plus longtemps, tu sais. Fait que tout dépendant de comment... Ben, c'est de tout, là. Du speed, c'est le wax, là, de ce temps-là, on en parlait tantôt, justement, là, de ce temps-là, le fléau pour les jeunes, c'est du... Moi, je veux juste te dire comme il faut, le wax pen, c'est-à-dire c'est du THC qui est dans comme une petite vapoteuse, puis là, il n'y a pas d'odeur, pas de senteur, pas rien, fait que c'est très, très, très dur à déceler, fait que ça, c'est... En plus, le cannabis, le THC est légalisé, fait que c'est fou, là. Mais pour vous, en maison, il y a toujours un phénomène de mode aussi. Avez-vous à vous adapter d'une certaine façon? Parce que là, avant ça, fentanyl courait beaucoup. Avant ça, il y a eu d'autres choses. Il y a eu le crystal il y a une couple d'années. Donc, pour vous, ça ressemble à quoi au niveau de l'intervention? Où est-ce que ça diffère? Au niveau de l'intervention comme telle, ça change pas. Parce que la substance ne change pas. On va s'adapter à chaque personne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la substance, que le gars prenne de la boisson, que le gars fume du pot, que le gars prenne du speed, que le gars ça change rien. Donc, la substance, là, le reste, on parle d'un problème intérieur, on parle d'un problème d'émotion, de gestion, un problème. Bon. Ça, c'est autre chose. Où est-ce que ça diffère, c'est au niveau des tests. C'est malheureux, mais ils sortent toujours de plus en plus de sortes de drogues qui paraissent parce que nous autres, on pose des tests régulièrement à savoir si la personne consomme quand elle sort, quand elle revient, y a-tu. Bon. Ça diffère. Mais pour le reste, ça ne fait pas une grosse différence. La seule plus grosse différence qu'on a vu gros pendant le speed où il était très, très, très fort, puis dernièrement, avec le pot, c'est vraiment que quand il rentre, là, on voit plus de psychose toxique. Beaucoup plus et beaucoup plus jeune. Et ça amène des problèmes mentaux assez sévères. Merci. Oui, puis ça s'installe. Hein? Même dans mes services, j'ai souvent des diagnostics que je reçois, psychose toxique. Je me dis, oh my God. Ça veut dire que l'ingérence de ça, ils ont consommé, puis ça a dérapé. Ça a dérapé. Tu sais, là, je n'ai pas la prétention d'être médecin. On je n'ai pas la prétention d'être psy non plus. Moi, je veux juste constater. Je constate que les psychoses toxiques sont de plus en plus récurrentes, fréquentes, et ils arrivent de plus en plus jeunes. Les gens qui arrivent chez nous, au centre, premièrement, la moyenne d'âge est partie de 49 ans. Là, je suis mémoire, par exemple, j'ai déjà à autour de 32 ans actuellement. Fait que t'as descendu. En 8 ans. Ça fait 8 ans, ça fait 9 ans bientôt que 17 ans de différence, c'est énorme. Oui, c'est ça. Ça a descendu là, énormément. Puis là, moi, je le vois, les jeunes qui arrivent sont en psychose toxique à 19, 20 ans, que dans la vie, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont consommé, c'est du pot, là. Ça vient déclencher quelque chose dans le cerveau que je ne pourrais pas vous dire exactement c'est quoi, mais qui n'aurait pas déclenché normalement. Et là, le problème le plus majeur que j'ai, c'est qu'en plus de ça, c'est qu'on se ramasse avec une psychose toxique, oui, mais là, si elle devient récurrente, là, on a un problème. Parce que si elle devient récurrente 2 et 3 fois... On touche la santé mentale. Là, on vient toucher la santé mentale, puis là, il y a un diagnostic qui se pose de schizophrénie X et qui va être médicamenté à vie. C'est triste, hein? On vient hypothéquer des jeunes, dans mon cas, c'est tous des jeunes du Ça veut dire que tu ne dois pas être pour la légalisation qui a eu lieu. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Parce que
Parce qu'il y a Ben Prince, Ouais. et il y a le directeur général. OK. C'est deux choses différentes pour moi. Hey Ben, qu'est-ce que t'en penses? Mais que ce soit légal ou pas, les gens Il y aurait trouveraient accès. un moyen Oui. de le débusquer à quelque part. Oui. La seule chose que je trouvais déplorable dans la légalisation, honnêtement, c'est la banalisation. Mhm. Qui, pour moi, disait, ah ben là, c'est rendu légal. Je l'entends régulièrement, là. Ouais. Ouais. Puis j'entends aussi régulièrement des gens qui n'avaient jamais touché à ça, Ouais. par peur, parce que... Puis là, aujourd'hui, ils ont touché à ça. Ben, Puis c'est là, j'ai des légal. téléphones. C'est légal. Puis là, j'ai des téléphones moi, qui m'appellent pour quelqu'un. Qui, normalement, dit, oh, mais avant la pandémie, ou, mettons, depuis dernièrement, il a commencé à fumer du pot. Il avait commencé à fumer du pot depuis que c'est légal. Puis là, c'était tous les jours. Il est toujours là-dessus, avec la pandémie, le désespoir, le phénomène que ça a créé, Oui. la Oh, pandémie. oui. Là. Fait que c'est 2 fois pire, là. Ouais. C'est fort, là. Mhm. Donc, est-ce que je suis pour ça ou contre ça? Écoute, je pense que ça a des bienfaits. Comme n'importe quoi, je crois que ça a vraiment des bienfaits pour des gens qui ont des problèmes de mal et de ci, de ça. Mais c'est comme n'importe quoi. C'est l'abus qui C'est fait de ne qu'on- pas le banaliser. C'est de ne pas le banaliser, puis c'est l'abus. Oui. Après ça, à partir du moment où tu ne prends plus ça parce que tu as vraiment mal, c'est comme la personne qui se casse un bras puis qui va à l'hôpital puis qui prescrit des pilules de morphine pour essayer d'éviter le mal et ainsi de suite. Bon, tant que tu t'en prends parce que tu as mal, c'est une chose. Oui. Mais à partir du moment où tu commences à dire que tu as mal pour avoir des pilules, c'est Ouais. une autre chose. Là, tu deviens une dépendance. Mhm. Et là, tu te mets dans le trouble. Mais le phénomène va peut-être s'accroître du fait justement de la légalisation. Quand on regarde ce qui se passe avec l'alcool, qui est une substance qui est dure à se défaire de cette Oui. dépendance-là, Ah oui. parce qu'elle est acceptée socialement. Oui. Une des plus dures. C'est ça. Une des plus dures, puis justement parce qu'elle est acceptée socialement. Fait que c'est pas grave. Tu sais, c'est là que je dis, je suis pas en train de dire qu'il faut tout... faut juste arrêter de banaliser. Mhm. Oui. C'est Que juste- ça a des effets. Tu sais, ce que j'entends là, régulièrement, c'est juste du pot. Mais non, c'est pas juste du pot. C'est du pot. Ouais. C'est du cannabis, c'est du THC, c'est des produits chimiques qu'il y a dedans. Parce qu'on s'entend que du pot, comme Puis il y il est avait dans tellement mon temps à fort. moi, là, Ouais. du pot C'est qu'il y avait, ça, hein. qu'il y avait dans Ouais. mon temps à moi, là, puis moi, j'étais un vieux de la vieille, là. Tu sais, tu roulais avec des seeds, là. tu sais, À peu près, là. pété, là, ouais. C'était des vraies cocottes, là, tu sais. Tu sais, là, depuis le temps, là, ils ont shooté des cocottes dans plusieurs shots, là. Fait que, on n'a plus grand-chose de vert, tu sais, vraiment vert. Non, c'est ça. Non, il y a un danger, c'est sûr. La concentration est bien plus élevée. Puis, il y a des gens, moi, ce que je vois dans mon réseau, Oui. c'est des gens de notre âge qui fumaient le vieux pot qui ne gelait pas. Oh, Ils oui. se sont dit, ah, c'est légal. Ils Mhm. ont retourné à la SQDC et ils ont fait, pas des psychoses, mais des bonnes crises d'anxiété Ouais. en disant, oh, Diane, j'ai essayé, je regrette tellement parce qu'ils n'ont pas la capacité d'endurer ce taux-là. Là. C'est Mais pas évident. tant mieux si ont été capables de s'en rendre compte. Malheureusement, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Mhm. C'est sournois, là. Il n'y a pas personne qui se lève un matin et se dit, moi, je vais devenir dépendant. Moi, là, je vais avoir des problèmes de consommation. Ça se fait tranquillement, là. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à consommer, j'avais à peu près 12 ans. Là. Je suis dans la moyenne, j'avais à peu près 12 ans. Puis, mais moi, j'ai pas commencé avec du pot, j'avais commencé avec de la boisson. Je me suis jamais dit à cette époque-là, ah, moi, je vais, tu sais, m'en prendre tant que je peux, m'en mourir, là. Mais je me suis remboursé quand même là à 27 ans. Mhm. C'est ça, la patente. C'est très, très, très sournois. Que ce soit n'importe quoi, aussitôt qu'on commence à se trouver des défaites, à justifier, tu sais, là, il y a beaucoup de signes. Beaucoup. Ben, on va prendre un petit temps justement pour voir quels Ouais. signes vont nous revenir avec la question du public. Oui, j'ai une bonne question pour toi. Parfait. Donc, on vous revient à l'instant. Ben pour Benoît, là, j'ai la question du public. Puis moi, ça me touche parce que c'est une bénévole qui me l'a posée chez nous. Puis son petit-fils, ben, il est quand même assez âgé, là, il a à peu près 25-30 ans. Il consomme tout le temps par plaisir. C'est légal, par plaisir. Mais là, elle me dit, Diane, il dort plus. Fait que je soupçonne que c'est pas juste du pot parce qu'il mangerait des chips puis il irait se coucher, là. Je soupçonne que c'est d'autres choses. Puis elle est inquiète, mais elle dit, on fait quoi? Quand nos proches ont dit, ben là, ça fait une couple de nuit qu'il est debout, là. Mais c'est de la consommation par plaisir. Ouais. Si tu savais. Si tu savais combien de fois par semaine j'ai cette question-là d'un parent, d'un proche, c'est fou, elle. Et malheureusement, j'ai toujours la question plate qu'il n'y a pas grand-chose à faire, sauf essayer de sensibiliser. Mhm. Mais si on arrive à côté d'une personne, d'un consommateur, je prends moi, là. Tu sais, quand je consommais, là, quelqu'un m'a... Ben, ça n'était pas quelqu'un m'a dit, parce que c'est arrivé, quelqu'un m'a dit que j'avais peut-être un problème de consommation. Je l'ai envoyé promener solide, là.
Promener solide, bien solide, là. Tu sais, là, Diane, tu sais comme moi qu'un changement dans une vie, là, ça prend une prise de conscience. Ouais. Si on ne prend pas une prise de conscience sur quelque chose, on ne change rien. Fait que la confrontation. Ça donne fuck all. Okay. En tout cas, ça peut faire l'effet inverse aussi. Là, parce que justement, toi, si je connais pas ton tempérament, mais personnellement, quelqu'un qui viendrait me gosser avec ça, je ferais comme, ah ouais, check-moi bien, j'en ai pas de problème. Non, c'est clair, c'est clair. Puis à 27 ans, là, tu sais, vous voyez un peu ce gars qui bouge, j'avais du gaz dans la tabarouette encore. Hein, fait que c'est mes prises de conscience qui ont fait que j'ai décidé de faire quelque chose, de passer à l'action. Donc, la meilleure chose qui fonctionne, c'est de se respecter. Si cette personne-là, ça la dérange, si ça l'empiète de sa vie, si elle a un inconfort avec ça, mais il faut qu'elle mette un break à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle l'expulse, il faut qu'elle se respecte. Qu'elle mette les balises claires. Mon gars, si tu continues dans cette traque-là, dans 2 semaines, jour pour jour, il faut que tu t'en ailles. Mettons. Ça, c'est la première des choses. Mettre les balises claires et se respecter. Se respecter et les respecter. Pas dire, ah non, tu t'en vas, puis, rendu là, ben là, parce qu'ils ont toujours 350 millions de défaites, là. Ouais. C'est clair, la justification, c'est la spécialité des gens qui ont des problèmes de consommation. Fait que là, c'est de se respecter. Ça, c'est la première des choses. Après ça, c'est d'essayer de trouver des discussions, des temps où il est plus là, un peu plus alerte, et où, un lendemain, quand il est bien magané, qui est plus ouvert d'esprit, parce que plus on est magané, plus on est ouvert d'esprit. Là, c'est d'essayer de trouver des choses qui vont lui faire prendre des prises de conscience. Sensibiliser. Sans le pointer, sans le culpabiliser, sans... Tu sais, genre, je m'ennuie de ça quand je dis n'importe quoi, mais je m'ennuie de ça quand on prenait le temps de discuter ensemble toutes les deux, puis on n'a plus ce temps-là aujourd'hui. Je trouve ça plate. Ça m'affecte, ça me fait de la peine. Des prises de conscience. Des prises de conscience. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Là, tout dépendant, chaque cas est différent. Mais c'est vraiment la meilleure manière que... En tout cas, après toutes ces années-là, à aider les gens, que j'ai remarqué, que j'ai mis en pratique. Fait que les tirer en thérapie, tu sais. Des fois, j'ai des parents. Je dis pas que c'est pas bon, pantoute, mais tu sais, moi, je me rappelle d'un petit gars, entre autres, qui m'a été référé, le petit gars, qui avait 18 ans et genre 2 semaines, là, tu sais, quelque chose de même. Fait qu'à faire une fois, écoute, je le rencontre, le petit gars, sur les demandes de son père, tu sais. Puis là, je joue avec son père, puis son père, il l'aide. Il fait bien, là, tu sais. C'est pas de mauvaise foi, là. Mais si, il l'aide. Il travaille, le petit gars, puis il manque d'argent, son père, il en redonne, puis tu sais, là. Mais il est toujours en train de... Puis il boit, lui, c'est un consommateur d'alcool, puis il en boit. Là, à un moment donné, après la discussion, une demi-heure, 1 heure avec le petit jeune, il me demande, qu'est-ce que tu vas dire à mon père? Ben, je vais lui dire, dehors. Oh, excusez. Ouais. mais je vais lui dire ça. Il dit, t'es-tu sérieux? Je dis, oui. Quand son père est arrivé, c'est exactement ce que j'ai dit, là. Vous ne l'aidez pas. Mettez-le en face de sa réalité. Arrêtez de le couver, là. Puis peut-être que le mur va arriver. Peut-être qu'il n'arrivera pas, mais c'est sa vie. Notre enfant ou notre proche, là, on ne peut pas le vivre sa vie à sa place, là. Ouais. C'est sa vie à lui. Il faut qu'il prenne ses décisions. Il faut qu'il passe en l'action dans son domaine. Puis s'il se met dans la merde, c'est une bien de valeur. Moi, je ne me rendrai pas dans la merde pour ça. Si j'ai été obligé d'expulser ma propre fille parce qu'elle avait un problème de consommation. Tu sais, là, il faut que ça arrête. Et ça a fonctionné. Parce que dans le fond, tu dis, si je reste à côté, c'est comme si je valide un peu la consommation et j'attends, il n'y a pas de prise de conscience. Aucune. Il n'y a aucune prise de conscience. Il faut que je lâche aller et dire, bien, si tu tombes dans le fond, peut-être tu vas t'en remonter, puis au pire, je serai là pour te tirer. Et voilà. Okay. Et voilà. Ouais. Toujours être là. Il faut toujours que la personne sache. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, puis je le dis toujours, il faut que la personne sache que la journée que tu vas te prendre en main, tu vas être là. En respectant les balises, en respectant ce que vous avez dit. Mais rapidement, qu'est-ce que tu fais quand tu as parlé de santé mentale liée dans ta maison? Avez-vous un psychiatre qui les aide? Avez-vous des visites? Y a-t-il quelque chose pour leur santé mentale ou tu travailles juste sur la sobriété? Malheureusement. Non, on ne peut pas travailler que pour la sobriété. Ouais. C'est impossible. C'est impossible. Est-ce qu'on a des spécialistes en santé mentale? Non. Est-ce qu'on a une passe directe avec la santé mentale? Malheureusement, je dis bien malheureusement, non. Malheureusement, non. Parce que c'est tellement lié, je trouve. Oui, c'est très lié. On pourrait en sauver, je dis bien en sauver, mais on ne sauve pas personne, mais c'est une manière de parler. Oui. On pourrait en rescaper plus encore si on réussirait à avoir ce lien-là directement. Avoir un psychiatre qui pourrait venir au centre une fois par an. Ne serait-ce que pour... Quand ils arrivent, ils sont déstabilisés, sont désorganisés souvent. Là, il faut essayer de les stabiliser tout en n'ayant pas de médicaments.
tout en n'ayant aucune aide extérieure de ce côté-là. Donc, à un moment donné, on arrive, malheureusement, oui, on a quelques contacts, on peut faire ça, mais on envoie à l'hôpital, puis il nous regarde. Dans le tout fond, ça. la toxicomanie, c'est l'enfant pauvre aussi du système de santé. On s'en occupe pas. Ben aussi, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une prise de conscience de la société de se dire qu'un problème de dépendance, c'est une maladie mentale et c'est pas une déviance? Ben oui, mais ça fait 25 ans que j'essaie de le faire comprendre. Mm-hmm. Et quand que je suis devenu directeur de la maison de thérapie, moi, je pensais que c'était clair pour tout le monde depuis des années. C'est juste clair pour toi. Quelle a été la surprise de me rendre compte que c'était pas le cas, mais pas du tout. Et pourtant, la dépendance est reconnue mondialement. Là. C'est reconnu par l'Organisme mondial de la santé depuis des années, des décennies. Là, Oui. Mais bon, c'est qu'on fait ça là que... Oui, l'enfant pauvre de la santé. C'est plate, hein? Oui. Qu'on soit pas mieux équipé pour gérer ça. Mais il y a quand même une amélioration. Tu sais, le CIUS, nous autres, Mauricie Centre du Québec, pour vrai, là, on a une très belle communication. Le problème, c'est plus à l'aide, directement à l'hôpital ou whatever. Tu sais, c'est plus il y a une ouverture qui se fait tranquillement. C'est long. Il faut en parler beaucoup. C'est ça, il faut en parler beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres organismes aussi que vous qui peuvent venir en aide, venir en soutien à des personnes qui vivent des troubles de dépendance ou qui ont besoin d'en discuter? Ben, au niveau, ici, moi aussi, Centre du Québec, ben, ici, dans le coin, il y a Action nous autres. Tox. Mais tu as Action Tox qui sont pour les mineurs, mais ça, c'est pour la prévention plus. Ouais. Tu as aussi anciennement Doremi, ça, c'est le centre de réadaptation. Caroline. On va l'appeler Don Rémy. Le nom m'échappe, moi, c'est ça. Mais qui font de l'externe. Puis, à la rigueur, que je peux envoyer à Pointe-du-Lac, mais encore là, il y a là aussi une file d'attente incroyable. Là. Des files d'attente, ça veut dire qu'on manque de soutien pour ces gens-là. Là. Oh, c'est des pères de famille, des enfants, oui. C'est nos frères, nos sœurs, nos parents. C'est triste. Oui, puis là, on manque de temps pour en parler, mais je pourrais vous parler des trous dans la société qui fait que des gens nous autres, on va aider quand même, mais qu'il n'y a pas personne qui va nous aider financièrement pour ces personnes-là. Là. Justement, des pères à faible revenu ou des personnes qui sont rendues sur la rente de vieillesse. Je sais pas. Bon. Puis qu'eux autres sont obligés de garder leur chambre, puis qu'ils ne peuvent pas venir chez nous parce qu'il faut payer. Puis là, il n'y a rien pour couvrir ça, la sociale ne paye pas. Il n'y a pas de. On pourrait en parler longtemps. Oui, on pourrait en parler effectivement très longtemps. Excellent. Ben merci beaucoup de votre passage. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le sujet. Puis on finit ça en se roulant un joint puis en parlant. Non. Vous savez que je vais où, là? Ben, c'est ça. Ben, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.